Un État qui distribue votre argent comme il distribue les petits pains. Une dette abyssale et des taux d'intérêt qui augmentent. Et puis un budget qui est voté au 49-3 en ne tenant pas compte des décisions des députés. Et derrière ça, une réforme des retraites dont personne ne veut, même si elle est essentielle. Bref, la France est dans une situation économique de plus en plus compliquée. Pour parler de tout ça, eh bien, j'ai invité Christian Saint-Etienne, qui est universitaire économiste et membre du Cercle des économistes. Parce que pour moi, la situation de la France, la situation économique de la France devient de plus en plus préoccupante. Christian Saint-Etienne, bonjour. Bonjour. Donc, on va commencer par le budget qui a été adopté donc au 49.3 contre l'avis donc des députés. Et j'aimerais savoir ce que vous pensez de ce budget. Est-ce que pour vous, c'est un bon budget? Est-ce qu'il est équilibré? Ou est-ce que vous lui voyez des défauts? Malheureusement, il a beaucoup de défauts, notamment, pour bien le comprendre, il faut replacer ce budget dans la trame des finances publiques françaises depuis une vingtaine d'années. Alors, il faut savoir que notre pays n'a pas toujours eu des finances publiques à la dérive, puisque ça avait été le projet du général de Gaulle de 1958 à 1969, et un projet qui est pratiquement maintenu jusqu'en 1980, notamment sous l'effet de la politique de Raymond Barre. Donc de 1958 à 1980, les finances publiques françaises ont été conduites avec pas mal de rigueur, en sorte que quand on prend l'année 1980, parmi les 7 grands pays du G7, la France est le seul pays qui a une dette nette nulle. Alors, on a l'habitude d'entendre parler de la dette brute. La dette nette, c'est celle qui retranche quelques actifs financiers directement mobilisables à la dette brute. Aujourd'hui, par exemple, la France a une dette publique de 110 points de PIB et nous avons des actifs financiers, la puissance publique a des actifs financiers mobilisables de l'ordre de 20 points de PIB, en sorte que la dette publique nette est de 90 points de PIB. Bon, la France maintient à peu près toujours des actifs financiers nets autour de 20 points de PIB. Donc, en 1980, la dette brute était de 20 points de PIB au lieu de 110 aujourd'hui, et donc la dette nette était nulle. Voilà. Donc, on était le seul pays du G7 à avoir une dette nette nulle. Alors, depuis 1980, il y a eu une dérive continue des finances publiques. Et lorsque on approche de la crise de 2020, à fin 2019, la France a déjà une dette publique colossale qui est à 97 points de PIB. Donc, on est passé de 20 points de PIB de dette brute, dette publique brute en 1980 à 97 points de PIB de dette en 2019, et la crise va rajouter une quinzaine de points à la fin 2021. Et donc, nos finances publiques ont toujours été en déséquilibre depuis 1980. Se rajoute à cela, pour terminer ce tour d'horizon sur les finances publiques, le fait que nous avons une taille de la dépense publique qui est très élevée et très au-dessus des autres pays de la zone euro. Alors, bon, j'ai travaillé au FMI, à l'OCDE, je connais bien les critiques et limites de l'action publique et des comparaisons internationales. Donc, je suis extrêmement précis. Et ce qui est intéressant, c'est de comparer la dépense publique en France par rapport à la dépense publique des autres pays avec lesquels nous partageons l'euro. Donc, nous avons la même monnaie, la même politique monétaire. Et il est donc intéressant de comparer notre politique budgétaire à celle des pays qui sont également membres de la zone euro. Donc, quand on regarde la dépense publique en 2019, avant la crise, elle est de 55 points de PIB. Alors, comme j'ai une grande habitude de rencontrer ceux qui nous dirigent, même s'ils nous dirigent très mal,
Je peux vous dire que parmi les 900 députés et sénateurs en France, il y en a moins de 10% qui comprennent bien ce qu'on est en train d'évoquer ici. Hein. Donc, pour les auditeurs, je dis très clairement que là, il ne faut pas confondre la dette et la dépense. Je le dis parce que si vous écoutez des débats sur les finances publiques à la télé ou au Parlement, vous avez des intervenants qui confondent dette, dépense et déficit. Donc la dette, c'est la somme des déficits sur le passé, et là on parle de la dépense publique. C'est la dépense donc de l'ensemble des administrations publiques. Elle était à 55 points de PIB en 2019, un peu plus que 55, mais disons 55, et la moyenne des autres pays membres de la zone euro, alors nous sommes 19 membres de la zone euro jusqu'à fin décembre 2022, puisqu'au 1er janvier, il y a un 20e pays qui rentre. Et donc, sur les 10, nous sommes 19 et les 18 autres pays de la zone euro avaient une dépense publique en 2019 qui était inférieur de 9 points de PIB à la nôtre, c'est-à-dire qu'ils étaient en moyenne à 46 et nous à 55. Alors, j'ai beaucoup débattu avec toutes sortes de personnes ayant des opinions keynésiennes, marxistes, libérales sur ces sujets. Et donc, on vous dit toujours, mais oui, nous avons 9 points de PIB de dépenses de plus que les autres, mais ce n'est pas sur le même périmètre. Donc, il faut continuer d'être précis. Et quand on fait les comparaisons avec les pays membres, les autres pays membres de la zone euro, on voit que les 9 points de PIB d'écart entre la France et les 18 autres pays membres de la zone euro, les 9 points de PIB d'écart se divisent en 7 points d'écart sur la protection sociale et 2 points sur les dépenses hors protection sociale. Alors, dans les dépenses hors protection sociale, on a un tout petit supplément de dépenses militaires en France par rapport à la moyenne des autres pays, qui est peut-être de 0,3, 0,4 points par rapport à la moyenne des autres pays en points de PIB. Et puis, nous avons également quelques éléments, mais qui sont en train d'évoluer. Nous avions plus de développement des crèches et des écoles maternelles que les autres. Voilà. Donc, quand on corrige des dépenses militaires et des questions périmétriques du type action publique, souhaitable d'ailleurs sur les crèches ou les écoles maternelles, on s'aperçoit que sur les dépenses hors protection sociale, on a peut-être 1 point de PIB de plus que les autres pays. Alors, 55 points de PIB de dépenses, c'est 33 points de PIB de protection sociale et 22 points de PIB de dépenses hors protection sociale. Et sur les 22 points de PIB de dépenses hors protection sociale, il y a peut-être 1 point de PIB de plus que ce qui est souhaitable par rapport aux autres. Donc, il y a des progrès à faire dans l'administration dans les administrations publiques hors protection sociale. Et ce n'est pas là qu'est le problème central. Le problème central, il est sur la protection sociale, où on a 7 points d'écart. Alors, je termine sur ce sujet par la remarque suivante. Si nous avions, comme je l'ai évoqué, 9 points de PIB de plus de dépenses, et que la France soit le pays qui aurait la croissance du PIB ou de la productivité du travail la plus élevée au monde. Si avec ce niveau de dépenses, nous avions des capacités militaires remarquables, si nous étions dans un pays à la sécurité assurée sur tout le territoire, si les résultats de l'école étaient exceptionnels, alors je le dis souvent, moi je voterais pour ce modèle, parce que ça serait un modèle en soi tout à fait admirable, où tous les gamins de 18 ans parleraient 3 langues, à 25 ans on aurait que des ingénieurs partout, le pays serait merveilleusement efficace et tout irait bien. Le problème, c'est quand vous avez 9 points de PIB de plus de dépenses que les autres, et que vous avez un taux de chômage des jeunes qui reste très élevé, que vous avez surtout une école de plus en plus dysfonctionnelle avec un classement PISA catastrophique pour la France,
Et comme vous le savez, plus de 15% des gamins qui sortent à 18 ans sans formation et sans diplôme. Vous avez une insécurité croissante qui se malheureusement manifeste par des crimes odieux qui sont dans l'actualité. Nous avons un pays qui est plombé en termes de croissance, puisque sur les un peu plus de 20 années qui vont de 2001 à 2022 inclus, en moyenne, la France a une croissance autour de 1,1, 1,2. Voilà. Alors, si nous étions à 3% de croissance, je voterais. Mais à 1,1, on est en dessous de la moyenne de la croissance européenne, on est à la moitié de la croissance des États-Unis et on est 4 fois en dessous de la croissance de la Chine. Voilà. Donc, évidemment, sous-jacent à cette performance monstrueuse, nous avons subi une désindustrialisation massive depuis un quart de siècle dont nous ne nous remettons pas. Et nous nous trouvons avec cette situation de double déficit, donc un déficit public énorme qui tourne qui était à 3 points de PIB en 2019, à un moment où l'Allemagne était en excédent budgétaire, et avec la crise de 2020-2021, alors en 2020, le déficit public monte à 9 points de PIB, il est encore à 6,5 en 2021, et à 5 points de PIB cette année, en 2022. Et vous évoquiez donc la politique budgétaire de la France. Le budget qui va être voté dans les heures qui suivent par le 49.3 est à nouveau en déficit de plus de 5 points de PIB, donc il n'y a aucune réduction du déficit budgétaire. Et surtout, quand on consulte les prévisions du gouvernement à l'horizon 2027, le déficit budgétaire serait encore à 3 points de PIB dans 5 ans, et la dette publique, qui est à plus de 110 points de PIB, ne va pas baisser dans les 4 à 5 années qui viennent. Donc, je résume ce que je viens de dire. Excès de dépenses publiques significatif par rapport aux autres, mais sans efficacité et qualité de croissance ou de dépenses publiques, d'une part. Deuxièmement, un déficit colossal, c'est-à-dire que 10% de l'action publique est financée par emprunt, donc c'est suicidaire. On peut comprendre qu'on ait un déficit dans une crise comme 2020-2021, mais se satisfaire sur la durée d'avoir un déficit public qui représente 10% de la dépense publique, c'est totalement hallucinant. Et donc, en résumé, on a une dépense publique qui est malheureusement massive, inefficace et financée par emprunt dans des proportions suicidaires pour le pays à terme. Oui, je voudrais revenir justement sur ces emprunts, parce que l'an prochain, on va emprunter comme jamais, 270 milliards, c'est le record qui est fait la France, puisque même pendant la période du Covid, c'était 260 milliards, là on est à 270, et on voit les taux d'intérêt qui augmentent sérieusement. Ils ont augmenté de 2,5% sur l'année, ils sont passés de 0 à 2,5, donc c'est une sacrée augmentation sur l'année. Et j'entends beaucoup d'économistes qui disent que c'est pas tenable, c'est-à-dire que une croissance à 1 et un taux d'emprunt à 2,5, déjà, c'est pas tenable, mais qu'en plus, là, ça va finir par absorber la totalité. Enfin, à 2,5, c'est pas la totalité de l'impôt, hein, mais c'est déjà presque l'impôt sur le revenu. Et ça risque d'absorber la totalité de nos impôts. Et donc, et s'il continue à augmenter, ça va être très difficile de survivre à ça, enfin d'avoir une France qui se stabilise. Et j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Est-ce qu'on a un risque de faillite de la France, entre guillemets, ou est-ce que non, ça s'est complètement écarté, mais qu'on a quand même des grosses difficultés à venir? Alors, il y a plusieurs manifestations d'une faillite publique. Ça peut être une faillite totale, c'est-à-dire, là, il y a 5,5 millions de fonctionnaires en France. D'un seul coup, il faut en virer 1 million, par exemple. Ça, c'est la faillite totale. Il y a une faillite relative, c'est-à-dire que les conditions d'emprunt se dégradent
et on est obligé de prendre des mesures très fortes pour stabiliser la situation. On vient de vivre un épisode comparable en Angleterre, qui a également des finances publiques dégradées. Et vous avez vu dans les 3 semaines passées que le gouvernement anglais, qui avait annoncé des objectifs de politique budgétaire irréalistes, s'est trouvé quasiment au bord de la faillite. Et la situation a été sauvée par la Banque d'Angleterre. Alors, ça me conduit d'ailleurs à préciser un point. Je viens de dire que la situation anglaise avait été préservée par la Banque d'Angleterre. Il n'y a plus de Banque de France. De fait, elle est devenue une sous-section de la Banque centrale européenne qui est à Francfort. Les Français n'ont pas compris en 1999, quand on est entré dans la zone euro. Les Français ont des euros dans leur poche depuis 2002, mais le passage à la zone euro est au 1er janvier 1999. Les Français n'ont pas compris, surtout leurs dirigeants n'ont pas compris qu'à ce moment-là, la France a perdu sa monnaie nationale et que dans les faits, l'euro est une monnaie étrangère. Ce n'est plus une monnaie nationale. Et donc, nous sommes soumis aux décisions de la Banque centrale européenne qui obéit largement aux orientations politiques de l'Allemagne et des pays du Nord. Donc, ce n'est plus une banque centrale française. Donc, le travail qu'a fait la Banque d'Angleterre pour stabiliser la situation en Angleterre, la Banque de France n'a plus l'autorité pour le faire. Elle devra demander la permission à la BCE pour agir, la BCE pouvant dire oui ou non. Donc, les Français n'ont pas compris que nous avons une monnaie étrangère en France et que donc, nous n'avons plus les marges de manœuvre dont disposent les Anglais. Et donc, je parlais de faillite absolue tout à l'heure, environ 1 million de personnes, 1 million de fonctionnaires sur les 5,5 millions de la sphère publique. Deuxième possibilité, faillite relative, c'est une très forte hausse des taux d'intérêt qui conduit éventuellement à une situation à l'anglaise. Ou on peut avoir, troisième forme de faillite, c'est des injonctions données à la France par la Banque centrale européenne et la Commission européenne de modifier sa politique budgétaire. Alors, parmi ces 3 options possibles de faillite, la plus vraisemblable à ce stade, c'est évidemment la troisième possibilité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la BCE et la Commission européenne vont nous demander de réduire fortement le déficit. Alors, si nous refusons à ce moment-là, ça peut entraîner une crise sur la dette publique française, c'est-à-dire que l'écart de taux d'intérêt sur la dette par rapport à l'Allemagne peut tout à coup exploser. C'est un écart qui est généralement entre 0,5 et 0,8 points. Il peut monter à 3-4 points, ce qui étranglerait immédiatement la France et qui pourrait d'ailleurs quasiment nous renvoyer à la première possibilité de faillite, où d'un seul coup, on est obligé de prendre des mesures drastiques. Alors les mesures drastiques, il ne faut pas penser que ça ne toucherait que les fonctionnaires. Alors, avant de virer les fonctionnaires sur les 5,5 millions de salariés de la fonction publique, il doit y avoir de l'ordre d'1 million de contractuels et 4,5 millions de fonctionnaires, donc on réduira d'abord le nombre de contractuels, mais surtout, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, nous avons 33 points de PIB de protection sociale, dont 14 points de retraite et plus de 9 points de dépenses de santé. Les deux ensemble, c'est un peu plus que 14 et 9, 23. On est à 23,5. Donc, il faudra piocher là-dedans. Alors, comment on pioche là-dedans? Eh bien, on ne réduit pas les retraites ou les budgets des hôpitaux, mais simplement, on ne les augmente plus dans une période d'inflation. Donc, c'est le pouvoir d'achat des retraités, ceux qui touchent des allocations chômage, des allocations d'invalidité, les allocations logement, les allocations familiales. Tout ça serait au minimum bloqué en valeur nominale et donc perdrait en pouvoir d'achat. Donc, c'est ce qui se passerait si nous perdions totalement le contrôle de nos finances publiques.
De fait, je pense que nous avons perdu le contrôle de nos finances publiques. Les chiffres que j'ai rappelés tout à l'heure, notre incapacité de réduire le déficit en 2022 par rapport et surtout en 2023 par rapport à 2022, puisque normalement en 2023, on aura un déficit au moins égal à 2022. Cette incapacité à réduire le déficit signifie effectivement qu'on a réellement, sur le plan économique et intrinsèque du management de la sphère publique, on a perdu le contrôle de la sphère publique. Mais si vous voulez, pour l'instant, les marchés financiers, malheureusement, je dirais, ne nous présentent pas la facture. Alors, ça peut paraître paradoxal, mais moi, je préférerais que la pression soit plus forte. Parce qu'en réalité, chaque année de plus qu'on nous laisse emprunter massivement, c'est la corde qui grossit en taille autour de notre cou et qui se resserre. Hein. Et à mesure que cette corde se durcit et se resserre et grossit, ben, il est clair qu'à un moment donné, si on donne un coup net sur cette corde en tirant fortement, nous n'aurons plus de capacité de réaction. Donc j'aimerais que les marchés financiers nous aient déjà obligés de réagir. Mais voilà, je crains que la crise ne soit pas pour tout de suite et que je ne pense pas qu'on ait d'ici à 2 ans une crise de faillite totale comme celle que j'ai évoquée précédemment. Mais l'écart de taux d'intérêt vis-à-vis de l'Allemagne va continuer d'augmenter dans un contexte où les taux augmentent fortement. Hein, c'est-à-dire que si l'Allemagne passe de moins 0,5 à plus 2,5, ce qui fait une hausse de 3 points, mais que l'écart de la France par rapport à l'Allemagne passe de 1 demi-point à 1, eh bien, la dérive des taux, elle n'est pas... Donc, si l'Allemagne augmente de 3, nous augmentons de 3,5 si on prend un demi-point de plus sur l'écart vis-à-vis de l'Allemagne. Et ça, ce n'est pas du tout intégré par Emmanuel Macron et son gouvernement, qui gouvernent à très courte vue, dont on voit bien qu'ils essayent juste de gagner un mois à chaque mini-crise. Donc la situation est très volatile et très difficile. Oui, j'aimerais rappeler, parce que souvent on dit que ça ne peut pas arriver. Moi, quand je parlais de l'inflation dans mes premières vidéos, parce que comme beaucoup d'économistes, fin 2021, j'étais persuadé que l'inflation arrivait. Les gens me disaient non, mais c'est pas grave, et puis la France peut s'endetter, c'est pas un problème. Bon, on a le cas de l'Angleterre récent qui montre que quand même un pays gigantesque a des véritables risques de faillite et est obligé d'intervenir. Et si on va un peu plus en arrière, on voit qu'en Europe, l'Italie, en une semaine, a vu ses taux d'intérêt passer à 7%, une seule semaine, et a dû virer son Premier ministre, Berlusconi, et s'est vu imposer un nouveau Premier ministre par l'Allemagne. C'est-à-dire que ce n'est pas le peuple qui a choisi le nouveau Premier ministre qui allait remplacer Berlusconi, c'est l'Allemagne qui a choisi qui elle mettrait en place comme Premier ministre de l'Italie, parce que c'est l'Allemagne qui prêtait l'argent. Et ça pourrait arriver en France, voilà. Et ça a pris une semaine en Italie, hein. Ça n'a pas pris énormément de temps. Et là, l'Angleterre, quand elle s'est retrouvée en grande difficulté, ça n'a pas non plus pris des années. Ça a été très, très rapide. Une fois que le budget irréaliste a été présenté, paf, c'est parti à toute vitesse. Hein. Et aujourd'hui, la première ministre anglaise est mort-née. C'est une survivante et tout le monde compte les jours avant qu'elle soit virée. Voilà, ils ont dû virer le ministre de l'économie. Ils ont déjà viré le ministre de l'économie. Ça a été très, très rapide. Hein. Donc, il ne faut pas penser que les choses prennent du temps en matière financière. Nous, tous les jeudis, on demande de l'argent au marché financier pour pouvoir continuer à vivre. Si un jeudi, on n'arrive pas à réunir cet argent, ça va aller très vite, quoi. Donc, vous avez vu, par exemple, une illustration de ce phénomène avec l'inflation qui est autour de 6,5 en France. On a augmenté les retraites de l'ordre de 4,5-5 dans les dernières semaines. Une crise comme celle que nous évoquons, c'est-à-dire le troisième scénario de faillite, même sans passer au premier, dans un contexte où l'inflation continuerait à 6,
Bien, ça veut dire que dans un an, il n'y aurait pas d'augmentation des retraites pour rattraper la hausse des prix, comme ça vient d'intervenir en octobre-novembre 2022. C'est-à-dire qu'en septembre-octobre 2023, si l'inflation continuait au rythme actuel, il n'y aurait pas de réévaluation de toutes les prestations publiques parce que tout simplement, on ne pourrait pas. C'est ça l'inflation liée et conjuguée avec une crise de finances publiques dont on perd le contrôle. Et alors, pour retrouver le contrôle de nos finances publiques, ça m'amène à la deuxième partie de l'interview. Notre plus gros poste de dépenses, c'est les retraites. C'est 14 points de PIB, vous le disiez la dernière fois, donc c'est entre 14 et 15. C'est notre plus grande dépense et c'est là où on a le plus d'écart avec nos voisins. Alors justifié ou pas, hein, peu importe, mais c'est là où on a le plus d'écart avec les autres pays européens. Et donc une réforme des retraites, qu'on l'aime ou pas, on a peu de chances d'y échapper même pas pour rétablir l'équilibre de nos finances, mais ne serait-ce que pour ne pas totalement exploser nos finances publiques. Et vous avez beaucoup réfléchi à ce problème des retraites et à la façon dont on pouvait faire. Est-ce que ce que propose le gouvernement vous semble bon? Et sinon, quelles sont, vous, les pistes que vous pensez qu'on doit suivre pour la réforme des retraites? Alors effectivement, les retraites, c'est un peu plus de 14 points de PIB et c'est exactement un quart de la dépense publique. J'ai évoqué le fait que la dépense en 2019 était à 55,4. On est monté à 61 en 2020 et cette année, en 2022, on sera un peu plus de 58 points de PIB de dépenses publiques avec un poids des retraites qui devrait être de l'ordre de 14,5 du PIB. Ça veut dire que la dépense publique, c'est le quart, la dépense de retraite, c'est le quart de la dépense publique, 14,5 sur 58. Pardon, je vous interromps juste une seconde, ce qui n'est quand même pas un très bon signe quand on dépense plus pour les retraités que pour les jeunes à l'école, en fait. Alors, vous avez raison. Que les retraites coûtent plus cher que l'éducation, c'est un véritable problème démographique dans le pays. On peut même élargir votre propos. Le budget de l'éducation nationale est autour de 6 points de PIB. L'enseignement supérieur est à moins de 2 points de PIB. Disons que les deux ensemble, c'est 8 points de PIB. Donc, la totalité de l'enseignement public plus les universités est à 8 points de PIB. Si vous rajoutez la dépense de R&D public qui est autour de 1 point de PIB, on est à 9. Et si vous ajoutez la totalité de l'investissement public qui est à 3, on est à 12. Donc, vous voyez qu'on dépense plus sur les retraites que la totalité des dépenses sur la totalité des jeunes, y compris l'enseignement supérieur et l'apprentissage, plus la recherche publique, plus l'investissement public. Donc, vous avez raison de pointer que c'est une situation très grave. D'autant plus que souvent, quand on dit qu'il y a un problème de dépenses de retraite et de recettes pour équilibrer ces régimes, donc on dépense un peu plus de 14 et on pense que si on ne prend pas de mesures, on va aller à 15. Et vous avez beaucoup de gens qui disent, c'est pas grave, il n'y a qu'à mettre 1 point de PIB de plus de recettes pour monter à 15, c'est juste 1 point de PIB. Alors, je pense que la comparaison au PIB, de ce point de vue, est très mauvaise sur le plan pédagogique. Et ce qui est plus intéressant, c'est de prendre le poids des salaires nets dans le PIB. Et il se trouve que le poids des salaires nets en France dans le PIB, c'est 32 points de PIB. Et donc, on voit qu'en réalité, il ne faut pas comparer les dépenses de retraite au PIB, puisque c'est le produit intérieur brut. Il faudrait d'ailleurs plutôt prendre le produit intérieur net après amortissement. Il vaut mieux prendre d'ailleurs plutôt le revenu disponible des ménages. Il faudrait donc mieux rapporter la dépense de retraite au revenu des ménages plutôt qu'au PIB. Mais quand on la rapproche des salaires, si vous augmentez
dépenses de retraite de 14 à 15 points, il va falloir chercher le point sur les salaires des gens qui travaillent. Et donc, qui sont par ailleurs chargés de financer les jeunes et de financer le quatrième âge. Donc, on voit bien que c'est complètement délirant et que les gens qui disent il n'y a pas de problème, pourquoi pas passer de 14 à 15, 16, 17, 18 points de PIB pour les retraites, ils ne comprennent pas les équilibres du système. Alors, ceci étant précisé, quand on réfléchit à une réforme des retraites, il y a deux façons de l'approcher, soit de faire une réforme purement paramétrique, soit de faire une réforme systémique. Alors, dans les réformes systémiques, il y a deux réformes possibles aussi. Il y a une réforme qui est systémique en se basant sur le cycle de vie des personnes, et l'autre qui est une réforme systémique dans l'administration des systèmes de retraite. Alors, Macron, en 2019, avait voulu impressionner tout le monde en disant « Moi, je vais faire une réforme systémique du mode d'administration en passant par le régime par points. » Alors, c'était le même régime par points pour tout le monde et ça allait être génial. Et on imagine bien, à l'époque, il n'avait même pas 40 ans, on imagine bien le jeune président disant voilà, globalement en France, ça fait 30 ans qu'on n'arrive pas à réformer les retraites. Moi, j'arrive et hop, moi, je fais le régime par points et comme un bon magicien, je règle tous les problèmes en une seule fois. Si on peut être très direct, c'était un piège à con d'une ampleur infinie. Pourquoi ? Parce que dans aucun pays du monde, il y a un seul régime de retraite. Alors on cite parfois le régime suédois comme exemple en disant si, il y a un seul régime de retraite en Suède. Oui, il y a un seul régime de retraite en Suède jusqu'à 40 000 € de revenus par an. Et au-dessus, combien il y a de régimes ? Quand on pose la question, les gens disent 2, 3, 5, sachant qu'en France, il y en a 42. Non, il y en a 800. Aucun pays au monde n'a un seul régime. Et donc, moi, je suis parti pour, effectivement, ça fait longtemps que je travaille sur les réformes des systèmes de retraite. Je suis parti plutôt d'une réforme systémique, mais fondée sur le cycle de vie et sur la compréhension de la façon dont les gens se relient au marché du travail. Et quand vous faites cet exercice, vous voyez qu'il y a 5 façons de se relier au marché du travail. C'est pour cela que je prône que nous passions de 42 régimes à 5, mais je dis surtout pas à 1, parce que ça casse des fonctionnements sociétaux fondamentaux. Alors, quels sont ces 5 fonctionnements sociétaux fondamentaux? Les 5 façons de se relier au marché du travail. La première, c'est salarié du privé. Bon, quand vous êtes salarié du privé, vous êtes dans une entreprise privée, vous comprenez que vous êtes dans l'économie marchande et que ça a certaines implications. Deuxième façon de se relier au marché du travail, c'est fonctionnaire public. Alors, la fonction publique a souvent mauvaise image, mais je pose souvent la question, qui veut être prof de collège à 1 500 € en Seine-Saint-Denis? Qui veut être flic dans le 93 à 1 600 €? Il n'y a pas tellement de gens qui lèvent le doigt. Donc, les fonctionnaires qui effectuent ce travail, ils le font souvent parce qu'ils se disent « je ne suis pas très bien payé, mais j'aurai une retraite correcte ». Et donc, ils réfléchissent en cycle de vie. Troisième façon de se relier au marché du travail, et c'est là où il faut écouter les mots. Ce sont les indépendants. Donc, ils sont indépendants. C'est les 3 millions d'indépendants, commerçants, agriculteurs et autres qui travaillent dans notre pays. Et ils sont indépendants. Foutons-leur la paix, laissons-les administrer leur régime d'indépendance. Sinon, c'est une contradiction par rapport à ce qu'ils sont. Donc, pour moi, ce sont les 3 régimes fondamentaux qui concernent d'ailleurs 97 à 98% de la population active. Et puis, vous avez 2 régimes complémentaires. Un régime dit de régimes spéciaux du public, qui concerne essentiellement SNCF, EDF et RATP.
qui en plus sont trois secteurs où il faut prendre en compte les réalités socioculturelles et sociopolitiques. Nous avons des syndicats révolutionnaires assez agressifs. Donc, dans ces trois secteurs, nous avons également des rigidités et des contraintes spécifiques. Finalement, un conducteur de train, il peut travailler de 5 heures du matin à minuit, pas le même jour, mais une grosse amplitude d'horaire. Il peut découcher de chez lui 15 jours par mois, donc ce sont des contraintes. Pour EDF, il y a des contraintes pour faire fonctionner les centrales 24 heures sur 24, mais aussi il y a des tempêtes et des intempéries qui font qu'on a besoin que une partie des salariés d'EDF, au sens large, en comprenant les réseaux, assure la pérennité des systèmes même au milieu des tempêtes. Voilà, donc il y a des spécificités sur ces trois systèmes. Et quand on prend la somme de SNCF, EDF et RATP, on doit avoir 350 000 personnes. Donc, on peut imaginer que ces 350 000 salariés de ces trois entreprises aient un régime de retraite spécial qui prennent en compte les caractéristiques de leur fonction. Et puis, le cinquième régime, c'est ce qu'on appelle aussi, on peut appeler le régime spécial, mais cette fois dans le secteur privé et qui comprend essentiellement les médecins, les architectes, les avocats, qui en plus ont construit des régimes privés qui sont excédentaires et qui ont constitué des réserves. Et quand Macron voulait unifier tous ces régimes, soyons clairs, il voulait piquer les réserves financières de ces régimes, ce qui est scandaleux, puisqu'on a un État impécunieux, on vient d'expliquer toute la dérive des finances publiques, et cet État incapable de s'autogérer, surendetté, se permet d'annoncer qu'il va aller prendre toutes les réserves de ceux qui, depuis 30, 40, 50 ans, gèrent bien leur régime de retraite. Donc c'est inacceptable également. Et ces régimes spéciaux du privé, ça doit concerner peut-être 200 000 personnes. Donc, vous avez excusez-moi, oui. Excusez-moi, pourquoi vous séparez les avocats des artisans et des commerçants? Pourquoi c'est un régime spécial? Les artisans et commerçants sont dans le régime des indépendants qui fonctionne comme le régime des salariés du public, c'est-à-dire c'est un système en annuité et c'est un système par répartition, alors que les régimes spéciaux du privé sont plutôt en capitalisation, même s'il y a des éléments d'annuité dans le régime également. Donc, si vous avez ces 5 régimes, 97%, nous avons une population active de 30 millions de personnes. Si vous avez 350 000 personnes dans les régimes spéciaux du public, et si vous avez, mettons, 150 000 à 200 000 personnes dans les régimes spéciaux du privé, au total, vous êtes à moins de 600 000, ça fait 2% de la population active. Et donc, les trois régimes principaux, salariés du privé, fonctionnaires, fonction publique, plus indépendants, ça fait 98% de la population active. Donc, les 2% qui sont dans les régimes spéciaux du public ou du privé, il faut qu'ils soient soumis aux règles d'annuité des trois grands régimes. C'est-à-dire que si, par exemple, on a une obligation de cotiser pendant 43 ans, actuellement qui passe à 44 ans, il faut qu'il y ait une augmentation d'1 an sur la durée de cotisation des régimes spéciaux. Évidemment, ils doivent être alignés sur l'augmentation de la durée des trois régimes principaux. Mais ça donne, le fait d'avoir 5 régimes, ça donne une flexibilité qui permet
de mieux avancer. Il faut rappeler d'ailleurs que, parce que ce n'est pas su, je vous ai dit qu'il y avait 3 grands régimes qui rassemblent 98% de la population active. Donc, vous avez les salariés du privé, les fonctionnaires et les indépendants. Il faut savoir que les fonctionnaires, les 5 millions de fonctionnaires, ils sont sur les durées de cotisation du privé. C'est pas su, ça. Mais les fonctionnaires, ils sont sur 43 ans aussi. Donc, si on passe à 44 ans, la totalité des fonctionnaires passera à 44 ans également, sous réserve de modulation spécifique à tel ou tel secteur de la fonction publique. Donc ça, c'est le premier élément. Je pense qu'il faut rester fondamentalement dans un régime en annuité avec 5 régimes principaux qui permettent d'assurer des équilibres sur le moyen terme. Alors, dans ce cadre général, quels sont les paramètres qu'il faut modifier? Le gouvernement parle essentiellement de l'âge de départ à la retraite. En fait, c'est un des 2 paramètres clés, puisque l'autre, c'est la durée de cotisation. Et c'est assez inéquitable de jouer que sur l'âge de départ, puisqu'il y a des âges d'entrée dans la population active qui sont très différents. Entre celui qui rentre à 18 ans dans la population active et celui qui rentre à 25 ans, il y a 7 ans d'écart. Donc, si vous jouez que sur l'âge de départ, vous désavantagez ceux qui rentrent plus tôt que les autres. C'est pour ça que c'est assez intelligent de jouer sur les 2. Et donc, excusez-moi, encore une question. Pourquoi les 2 sont utiles? C'est-à-dire que, a priori, comme ça, moi, intuitivement, je dirais qu'il n'y a que la durée de cotisation qui peut être intéressante, peu importe l'âge de départ. C'est-à-dire que la personne parte à 60 ou 70 ans, du moment qu'elle a cotisé ses 44 ou 45 années, on pourrait dire qu'il est quitte de ce qu'il a fait, quoi. Alors, vous avez raison, mais au premier degré, mais au second degré, il faut être attentif à d'autres déséquilibres qu'on pourrait mettre en œuvre. Si vous jouez que sur l'âge de départ, on vient d'expliquer que c'est inéquitable pour ceux qui rentrent très tôt sur le marché du travail. Mais par ailleurs, nous sommes dans une révolution de l'informatique, de l'intelligence, de l'Internet, et nous voulons, ce sont des objectifs publics, y compris européens, de porter une demi-génération à Bac+3 et un quart de génération à Bac+5. Et nous avons terriblement besoin d'ingénieurs, de médecins et de spécialistes dans tous les domaines pour permettre à la France de se réindustrialiser et d'avoir une croissance plus forte. Les gens très qualifiés, ils entrent rarement sur le marché du travail avant 25, 26, 27 ans. Donc, jouer que sur la durée de cotise, ça va désavantager les gens qui vont rentrer sur le marché du travail à 26, 27 ans, puisqu'effectivement, 26 plus 44 ans, ils seront là jusqu'à 70 ans. Or, non seulement ils entrent à 26 ans et devraient rester jusqu'à 70 ans, mais en plus, généralement, ils ont renoncé à toute rémunération entre 18 et 26 pendant leur période d'études, puisqu'ils ne sont pas payés, même s'ils ont des bourses. Donc, ils n'ont pas pu accumuler du capital pour s'acheter un appartement ou faire autre chose. Donc, l'idéal, c'est de jouer sur les 2 en disant on joue sur les 2 et puis avec ces 2 paramètres, on fait des accommodations. Donc, si vous dites c'est 44 ans de cotisation, celui qui rentre à 18 ans, il a ses 44 ans de cotisation à 62 ans. Si vous dites donc c'est 44 ans avec un âge de départ de 64 ans, excusez-moi, avec un âge de départ de 64 ans, en réalité, celui qui est rentré à 26 ans ne pourra pas partir avant 70 ans. Donc, ce qu'on fait, c'est que à partir de ces 2 âges clés paramétriques, on rajoute 2 paramètres complémentaires qui vont prendre en compte votre remarque. Le premier paramètre complémentaire, c'est de dire il y a un âge à partir duquel on ne compte plus les années de cotisation. Et on peut donc dire que
sur la base de ces deux paramètres clés, 44 ans de cotise et 64 ans d'âge de départ, on ajoute un troisième âge qui est dit c'est l'âge normalement de 68 ans, qui est dit d'âge à partir duquel on ne prend plus en compte les cotisations, la durée de cotisation. Donc, ou alors on dit, une fois que vous avez atteint 68 ans, on n'exigera pas 44 ans de cotise, mais peut-être 40 ans. Donc, ça permettra de corriger l'effet de perte de revenus pour ceux qui ont étudié de 18 à 26 ans sans être payés. Bon, ça, c'est le premier point. Et le quatrième paramètre, c'est de dire si ceux qui ont travaillé à partir de 18 ans pendant 44 ans et qui arrivent à l'âge de 62 ans ont travaillé dans des métiers pénibles, on leur donne un bonus qui peut atteindre, par exemple, 18 mois. Et on crée un deuxième bonus pour le fait d'élever des enfants, lui aussi plafonné à 18 mois. Et on plafonne le bénéfice des deux bonus à 2 ans. Puisque si vous aviez les deux, vous pourriez faire 18 plus 18, ça ferait 36 mois et ça ferait 3 ans. Donc on plafonne les deux à 2 ans. Et on peut dire à ce moment-là qu'un travailleur qui a commencé à travailler à 18 ans, qui a eu des fonctions pénibles et qui a eu un ou deux enfants, à ce moment-là, il peut partir à 62. Voilà. Donc, vous avez les deux paramètres clés, 44 ans de cotise et 64 ans d'âge de départ, qui sont encadrés par la possibilité de partir à 62 si vous avez eu un emploi pénible et des enfants, et le fait de ne pas devoir travailler après 68 si on enlève le critère de durée. Voilà, donc en fait, un système équilibré exige 4 paramètres. D'accord. Et donc nous, aujourd'hui… et le gouvernement ne présente pas du tout sa réforme sous cet angle-là. Il présente la réforme de manière assez brutale sur on va passer de 62 à 65. Donc on imagine bien que les gens paniquent. Alors que si on leur présentait une réforme avec les 4 paramètres que j'évoque, voilà, ça stabiliserait les choses. C'est-à-dire que les gens qui ont commencé à 18 ans, ils ne paniqueraient pas à l'idée de devoir bosser dans des métiers difficiles jusqu'à 65. Et les gens qui ont commencé à bosser à 26, ils ne se diraient pas « Oh là là, je vais devoir bosser jusqu'à 70 ans ». D'accord. Mais le fait d'agir uniquement donc sur l'âge, comme veut le faire le gouvernement, ça a une… Alors ça panique tout le monde, on est d'accord, mais ça a une efficacité au moins, ou c'est juste quelque chose qui… Moi, l'impression que j'ai, c'est que la réforme des retraites, j'en entends depuis que je suis rentré sur le marché du travail, j'en entends parler. Donc, ça doit faire 20 ans, 20-25 ans que j'en entends parler, que tous les ans, ou tous les 2 ans, ou tous les 3 ans, on réforme les retraites. Et finalement, l'habitude que l'on a, c'est de se dire, bon, ok, on fait encore une petite réforme pour pouvoir tenir encore 2-3 ans, mais finalement, quand est-ce qu'on va finir de réformer? Surtout que quand on réforme les retraites, c'est toujours dans le sens où le travailleur va plus travailler, quoi. C'est jamais dans le sens vous allez pouvoir partir un peu plus tôt, ou c'est toujours dans le sens allez, vous allez payer 2-3 ans de plus, et ça devient un vrai problème. Et d'autant plus que moi, quand je regarde, bon, alors moi j'ai 48 ans, ma retraite est dans quelques années, mais je sais déjà que je ne vais pas y toucher grand-chose. Et mon fils, lui, va probablement toucher moins que ce qu'il aura cotisé. Donc, ça finit par être un véritable souci. Du coup, est-ce qu'il y a une utilité à faire comme ça, des réformes, des petites réformettes qui énervent tout le monde en plus, hein, parce qu'on sait bien que voilà, dans 3 ans, on va encore nous dire il faut repousser de 2 ans, quoi. Alors, il y a 2 remarques par rapport à ce que vous dites. La première, c'est que pourquoi on parle de réforme des retraites depuis 25 ans, c'est parce qu'il y a eu une grande erreur faite en 82. En 82, jusqu'en 82, on avait la retraite à 65, et d'un seul coup, on l'a passée à 60 ans pour des raisons politiques, pour faire plaisir aux électeurs. Ça avait permis à Mitterrand d'être élu en 81. Mais on traîne ce problème depuis, puisque
on a accumulé des déficits des systèmes de retraite depuis qu'on a mis en place cette réforme de la retraite à 60 ans, alors qu'à peu près partout en dehors de la France, l'âge de départ est à 65 ans et en direction de 67, 68 à mesure du vieillissement de la population. Alors, ça c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est la situation étant ce qu'elle est, suite à la décision de 82 et des petites réformes intervenues depuis, qui ont remonté l'âge de départ à 62 ans et qui ont intégré un critère de durée de 43 ans de cotise. Mais effectivement, compte tenu du vieillissement qui continue, on va continuer de faire des réformes. C'est-à-dire que là, il est vraisemblable que le gouvernement ne pourra pas imposer les 65 ans. Le plus probable, tous les spécialistes qui connaissent vraiment le sujet des retraites disent qu'il faut en réalité choisir les deux paramètres que j'évoquais tout à l'heure, 64 ans d'âge de départ et 44 ans de durée de cotise, plus les deux paramètres de correction que j'ai évoqués. C'est le régime souhaitable du point de vue paramétrique pour stabiliser les dépenses. Voilà. Mais vous avez évoqué un deuxième élément qui est au fond, ok, ça c'est nécessaire pour stabiliser le régime et pour éviter qu'il s'effondre. Et finalement, on ne voit pas très bien les degrés de liberté dans ce système. Et je pense qu'on pourrait, au-delà des 4 paramètres que j'ai évoqués, introduire un degré de liberté. Il faut savoir que les syndicats ils sont opposés, mais que les gouvernements n'ont jamais été clairs là-dessus. Supposons qu'on partons de l'idée que le gouvernement fasse une réforme comme celle que j'évoque, avec les 4 paramètres, et notamment le 64 ans d'âge de départ et les 44 ans de durée de cotise. Si on allait dans cette direction, on pourrait dire, j'ai évoqué le paramètre complémentaire qui, avec la pénibilité et les enfants, permettrait de partir à 62 ans. Mais tout le monde n'aura pas la pénibilité et les enfants pour pouvoir partir 2 ans plus tôt, c'est-à-dire à 62 ans. Donc moi, je propose l'introduction d'un degré de liberté dans le système qui serait d'offrir la possibilité de partir à 62 ans, même si vous n'avez pas la pénibilité et les enfants, mais évidemment, vous ne toucherez pas la même retraite. C'est-à-dire que vous auriez une retraite qui serait calculée sur votre durée de cotise. Si à 62 ans, pour faire simple, vous n'avez pas 44 ans de cotisation, mais seulement, 38 ans, il est clair qu'on ne vous donnera pas la même retraite, puisque c'est ce que les actuaires peuvent calculer en fonction de l'espérance de vie qui est connue. On peut corriger la retraite et à ce moment-là, si vous n'avez que 38 années de cotisation au lieu de 44 et que vous souhaitiez néanmoins partir à 62, vous auriez peut-être une retraite avec 15% de moins ou 18% de moins que ce que vous auriez eu si vous aviez continué de travailler. Donc je pense qu'il faut offrir cette possibilité parce qu'il peut y avoir des gens qui ont un petit revenu complémentaire, ils ont un studio, un appartement, et ils pensent qu'ils pourront compenser la décote de retraite par un petit loyer ou par une autre source de revenus. Donc moi, je pense qu'il faut introduire cette première liberté. Et je pense qu'il faut introduire une deuxième liberté, qui est que dans l'hypothèse où vous partiriez à 62 ans avec la décote qu'on évoquait, vous puissiez cumuler un emploi avec votre pension. Et là, l'idée, c'est que peut-être que pendant quelques années, vous travaillez 2 jours par semaine. Alors, vous étiez pendant 38 ou 40 ans employé dans la sidérurgie, la mécanique, le transport, la logistique. Vous n'en pouvez plus, donc vous dites, moi, je vais m'arrêter plus tôt. Mais en revanche, parce que je ne veux plus être sur les routes 5 jours par semaine, ainsi de suite, mais en revanche, autour de chez moi, je peux parfaitement travailler 2 jours par semaine pour aider un magasin d'alimentation, pour aider un restaurant, ainsi de suite. Et donc là, je pense qu'il faut totalement permettre le cumul emploi-retraite, qui permet aux gens de retrouver un degré de liberté, voire même, je ne sais pas, vous avez rêvé de faire de la photographie toute votre vie,
d'ouvrir une activité de photographe en vous arrêtant un peu plus tôt et en compensant la décote de retraite par un revenu de photographe. Voilà, je pense qu'on a besoin des deux degrés de liberté supplémentaires qui sont, on peut partir plus tôt, mais avec la décote qui correspond, et on vous autorise à avoir une autre source de revenus qui compense, ou qui fait même plus que compenser la décote sur votre retraite. Et vous voyez d'ailleurs que quand on réfléchit au cycle de vie et en termes de liberté, on constitue un système qui est très flexible finalement, puisque vous avez un âge de départ qui est annoncé à 64 ans, mais qui en fait s'ouvre de 62 à 68, et vous avez une durée de cotise qui est annoncée à 44 ans, mais qui peut tomber à 38 ans si vous acceptez la décote. Vous pouvez d'ailleurs aussi avoir des surcotes, c'est-à-dire que si vous travaillez plus de 44 ans, avoir une prime très significative pour travailler 1 an, 2 ans, 3 ans de plus, qui fait qu'à ce moment-là, vous aurez une retraite augmentée cette fois de 15 ou 20%. Donc il y a déjà des éléments de surcote dans le régime, mais on pourrait imaginer de les augmenter. Voilà. Donc on peut créer un système flexible. Vous avez 5 grands régimes, vous avez un certain nombre de paramètres qui permettent à la fois d'équilibrer financièrement le système et qui permettent à chacun de nous de faire valoir ses enfants, sa pénibilité, ou qui permet à chacun de nous de sortir du système pour faire autre chose. Voilà, et je pense que la grande faute du gouvernement, c'est d'annoncer seulement 65 ans sans cette réflexion globale sur le cycle de vie qui permette à chacun de trouver des degrés de liberté. Voilà, c'est ce que j'espère que nous serons capables de faire dans les mois qui viennent. Alors, j'ai une toute petite dernière question qui me vient à l'esprit sur les retraites. Donc, vous évoquez des degrés de liberté et un cycle de vie. Et l'un des grands reproches que l'on fait au système des retraites et à l'allongement du durée de cotisation et de l'âge, c'est de dire, mais à partir de 55 ans, dans le privé, on vous fout dehors, quoi. Enfin, Voilà. si vous perdez votre job à 50 ans, c'est pas, vous n'arriverez pas à en trouver un autre, en fait. Et donc, est-ce qu'on risque pas d'appauvrir en fait les gens en leur disant tu dois aller jusqu'à 65, tu dois aller jusqu'à 44 annuités, mais tu n'y arriveras jamais dans les faits, tu n'y arriveras jamais, sauf si tu es fonctionnaire, quoi. Alors, d'ores et déjà, les Français partent à la retraite avec une situation où en dehors des régimes spéciaux du public, c'est-à-dire SNCF, RATP et EDF, les Français partent déjà en moyenne à 63 ans pour avoir la durée de cotisation existante actuellement. Et on observe que en moyenne, les gens qui partent à 63 ans sont au chômage depuis 18 mois. Généralement, un chômage indemnisé, donc c'est une moyenne. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui sont au chômage depuis 4 ans avant de faire valoir leur droit à la retraite. Pendant leur chômage, les cotisations sont payées par l'État et donc néanmoins, bien sûr, étant chômeurs, ils ont moins de revenus que s'ils travaillaient. Alors, donc, je vous disais que les gens partent en moyenne à 63 ans et que ils ont dit, parmi les gens qui partent, en moyenne, les gens ont un manque de cotisation de 18 mois. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a eu des études internationales sur ce phénomène qui existent partout. Et c'est très impressionnant d'observer qu'à peu près partout, on retrouve ce module de 18 mois. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est que quel que soit l'âge de départ, on a toujours ce module de 18 mois. Il n'augmente pas. C'est-à-dire que quand la retraite est à 60 ans, les gens en moyenne ont cotisé jusqu'à 58,5 et quand la retraite est à 65, ils ont cotisé jusqu'à 63,5. Alors, il y a eu
des réflexions pour essayer d'expliquer la constance de ce module. Et c'est lié, bien sûr, au comportement des entreprises. C'est-à-dire que les entreprises, elles se calent sur l'âge officiel. C'est-à-dire que les entreprises ne disent pas « je vais virer les gens à 55 ans », mais les entreprises qui virent 5 ans avant l'âge officiel. Donc, si l'âge officiel est de 60, les boîtes qui ont tendance à virer, parce que toutes les boîtes ne virent pas, les boîtes qui ont tendance à virer virent à 55. Si l'âge de départ est reculé à 65, elles vont virer à 60. Ça va expliquer la constance des 18 mois. C'est un phénomène qui est peu connu, mais qui est clé pour comprendre les équilibres de retraite. Donc, le recul de l'âge de départ n'entraînera pas nécessairement une augmentation de ce module de retraite, enfin de chômage avant retraite. Mais ça pose néanmoins une deuxième question, qui est que si on recule l'âge de départ, il ne faut pas accepter que les entreprises continuent de virer les gens. Et quand on regarde, encore une fois, il n'y a qu'un tiers des entreprises qui virent les gens pour des raisons d'âge. Les autres les gardent jusqu'au bout. Mais quand on regarde les entreprises qui virent les gens, ça peut être dû à la pénibilité, ça peut être dû à la façon dont l'entreprise est gérée, ainsi de suite. Mais souvent, les entreprises en question vous disent ah oui, mais c'est parce qu'ils sont plus compétents. Et quand on regarde cette question, cette fois, des compétences, on observe qu'en réalité, les entreprises concentrent l'essentiel de la formation des travailleurs avant 40 ans. Ce qui est inacceptable, puisque c'est très facile à ce moment-là de dire que quelqu'un de 55 ans qu'on n'a plus formé depuis 15 ans n'est plus adapté. C'est pour ça que vous mentionniez l'article que j'avais fait dans les Échos sur ce sujet, j'avais indiqué que si on recule l'âge de départ, il faut avoir des obligations de formation des gens de plus de 40 ans pour qu'on les forme jusqu'à 60 ans. Voilà. Pour qu'on puisse plus dire, on les vire à 55 parce qu'ils ne sont pas formés. Voilà. Donc on doit former, si on recule l'âge de départ à 64 ans, il faut former les gens jusqu'à 62. Voilà, pour qu'ils soient encore formés 2 ans de plus et qu'ils puissent aller au bout de l'âge légal. Donc effectivement, et ça montre la complexité d'une réforme des retraites, quand on la cale non pas sur un seul âge de départ, mais sur l'ensemble des phénomènes sociétaux et sur le cycle de vie, et on voit qu'on ne peut pas se contenter d'un paramètre 65 ans. On a vu tout à l'heure qu'il fallait 4 paramètres. On a vu également qu'il fallait introduire des degrés de liberté et il faut introduire également des obligations de formation pour que les salariés restent formés jusqu'au bout. Voilà. Et donc, il faut que les entreprises, moi j'ai proposé par exemple de manière mnémotechnique, pour simplifier les choses, de dire si on recule l'âge de départ à 64 ans avec 44 ans de cotisation, par exemple, il faut mettre dans la loi que les entreprises doivent dépenser au moins 40% des fonds de formation sur les plus de 40 ans. Voilà. Pour continuer de former les gens jusqu'au bout, pour supprimer ce prétexte de dire ils ne sont pas formés, on les vire. Voilà. Donc, une réforme des retraites, ce n'est pas juste je m'assieds sur le bord de la table, je regarde les équilibres financiers et je dis, voilà, avec 65 ans, on améliore les choses. Mais derrière, il y a des gens qui ont des peurs, des craintes, des espoirs. Et si on veut réussir la réforme des retraites, il faut prendre en compte tous ces éléments-là de peur, d'espoir, de formation, de compétences. Et c'est seulement à cette condition qu'on réussira la réforme des retraites. Christian Saint-Etienne, merci pour ces explications qui ont été très claires. À vous tous, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Et moi, je vous dis à très bientôt. À bientôt, merci.